Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons nous interroger sur le stalinisme et nous allons nous poser cette question: Staline est-il le continuateur de Lénine? Alors je rappelle qu'en 1956, lors du 20e congrès du Parti communiste du RSS, Nikita Khrouchtchev, alors premier secrétaire du PCUS, avait présenté un rapport sur les crimes de Staline, véritable tremblement de terre dans le monde communiste, puisque le petit père des peuples, Staline, véritable héros communiste, passait du jour au lendemain de héros à crapule et monstre abominable. Donc évidemment, dans le mouvement marxiste de l'époque, il fallut trouver des réponses à cette déviation monstrueuse du léninisme, et il fallait évidemment sauver le soldat Lénine. Il fallait absolument dissocier ce diable de Staline du fondateur de l'Union soviétique, Vladimir Ilitch dit Lénine, qui, je le rappelle, était enterré dans son mausolée sur la place Rouge à Moscou comme un prophète. Alors, beaucoup évidemment de mouvements marxisants ont essayé de dissocier les deux personnages. J'en prends un exemple qui est publié par le journal Révolution Internationale. Lénine était un combattant du prolétariat, alors que Staline était un agent du capitalisme. Et je lis, aujourd'hui encore plus que par le passé, il importe de rétablir la vérité sur le rôle véritable de Lénine et de ses compagnons bolcheviques, de mettre en évidence que toute sa vie fut consacrée à la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière, et non à l'établissement sur celle-ci d'une des formes les plus barbares d'exploitation et d'oppression, comme l'a été le stalinisme. Alors, cette entreprise, évidemment, de dissociation, elle est actuelle, elle est toujours en activité. Moi, je vais m'efforcer plutôt de montrer la filiation entre Staline et Lénine et de prouver, par des faits, que Staline, en fait, n'a fait que chausser les bottes de Lénine. Alors, le parti léniniste, d'abord. Alors, Lénine, c'est un Russe. Il est né en 1870 dans une famille de la classe moyenne supérieure, puisque son père était fonctionnaire du Tsar. Je crois qu'il était inspecteur de l'enseignement. Le jeune Lénine s'est très vite intéressé à des socialistes utopiques. Je pense à Tchernychevski, qui avait écrit un Que faire en 1863, qu'il avait dévoré. Je rappelle d'ailleurs que 40 ans plus tard, Lénine allait écrire aussi son Que faire, titre clin d'œil à Tchernychevski, en 1902, où il exposait notamment sa conception du parti. Évidemment, il a été influencé par Karl Marx, qui avait étudié les caractéristiques du capitalisme et qui avait pondu son manifeste du Parti communiste, qui indiquait la méthode, en fait, pour prendre le pouvoir et pour transformer la société capitaliste en une société socialiste puis communiste, notamment en expropriant la propriété privée des moyens de production. Et Lénine fut aussi influencé par Serge Nechayev, celui qui avait écrit le Catéchisme révolutionnaire, où il décrivait ce que devait être en fait un révolutionnaire et l'action d'un révolutionnaire. Il avait fait notamment l'apologie du terrorisme. Et on peut aussi évoquer Piotr Tkatchev, qui avait lui théorisé la prise de pouvoir par une minorité. Et on va voir que Tkatchev et Nechayev vont influencer en fait la conception du parti chez Lénine. En effet, chez Lénine, le parti, c'est une avant-garde du prolétariat qui est composé de militants professionnels, et le parti léniniste aura le monopole de l'expression politique, ce qui sous-entend l'interdiction des autres partis politiques. Et c'est vrai que lorsque Lénine va prendre le pouvoir en octobre 1917, progressivement, il va interdire tous les autres partis politiques. Il dissoudra aussi la fameuse constituante, le 5 janvier 1918, constituante
qui était un peu le Saint Graal des socialistes russes, qui avait été élu à partir de novembre 1917. Les socialistes révolutionnaires avaient été majoritaires dans cette assemblée, ce qui évidemment fut fatal à celle-ci, puisque Lénine fit dissoudre l'assemblée constituante en janvier 1918. Lénine, de toute façon, n'a jamais été pote avec les assemblées. Il a toujours critiqué évidemment le régime parlementaire, puisqu'il disait que les assemblées étaient à la solde du grand capital. Et son slogan des thèses d'avril, tout le pouvoir aux soviets, en avril 1917, ne fut en fait qu'un slogan, puisque dès qu'il arriva au pouvoir en octobre 1917, son premier décret fut de vider en fait les soviets de tout leur pouvoir. Alors, ce parti communiste va imposer la dictature du prolétariat, qui est une phase normalement transitoire, qui expropriera donc les moyens privés de production, jusqu'à l'instauration d'une société socialiste puis communiste. Donc la dictature du prolétariat, en fait, à l'origine, elle n'est que transitoire. On va s'apercevoir qu'elle va durer très longtemps. Alors, c'est une conception du parti qui est assez fermée, et qui fut la cause de la scission du Parti ouvrier socialiste-démocrate, social-démocrate de Russie, en 1903 à Bruxelles, scission entre bolcheviks et mencheviks. Le bolchevique Lénine se faisant le partisan d'un parti fermé, militarisé quasiment, alors que les mencheviks comme Dan et Axelrod seront plutôt pour un parti beaucoup plus ouvert, notamment ouvert vers les autres partis socialistes et vers les syndicats. D'ailleurs, Rosa Luxembourg, socialiste allemande, et Trotsky critiquèrent vertement cette conception du parti léniniste qu'ils trouvaient beaucoup trop autoritaire et quasiment militaire. Trotsky dira que Lénine avait caporalisé le parti. Bien plus tard, en fait, Trotsky se ralliera à Lénine et sera même plus léniniste que Lénine. Alors, le parti léniniste va aussi devenir hyper centralisé, puisqu'en 1919, il y aura la création du Politburo, ou bureau politique, composé de 3 à 5 dirigeants du parti, qui chapeauteront le comité central, et donc la prise de décision sera extrêmement centralisée, et sera faite au sein de ce politburo de 3 à 5 dirigeants. Enfin, le parti va devenir de plus en plus monolithique. Pourquoi ? Parce qu'en mars 1921, lors du 10e congrès du Parti communiste, Lénine va faire voter l'interdiction des fractions, ce qui signifiera globalement l'interdiction des oppositions au sein du parti. Et entre l'interdiction des fractions et la criminalisation des fractions, il y aura une frontière très ténue que franchira allègrement Staline. Donc le parti léniniste, monopole de l'expression politique, hyper centralisé, qui va interdire les oppositions externes, les partis politiques d'opposition, et l'opposition interne avec l'interdiction des fractions, qui sera lourde de conséquences. Je rappelle d'ailleurs que mars 1921 est une date symbolique aussi, parce que c'est durant le 10e congrès du Parti communiste, qui a pris la décision d'interdire des fractions, que Lénine décidera la répression sanglante des insurgés de Kronstadt, les marais de Kronstadt, qui avaient été le fer de lance de la révolution bolchevique, et qui, se révoltant contre la dictature de ces mêmes commissaires bolcheviques, seront oxys par le pouvoir léniniste. Alors, le régime policier et la terreur, oui, parce que lorsqu'on pense à Staline, on pense à régime policier et à terreur. Je rappelle qu'à partir de 1934 et l'assassinat de Kirov, Staline va déclencher, Lénine est mort en 1924, Staline déclenchera la Grande Terreur et les grandes purges au sein du parti et dans l'armée, mais que ce régime policier et cette terreur ne fut pas une singularité du régime stalinien,
puisqu'elle lui a préexisté, notamment sous Lénine. Il faut préciser que la Tchéka, la police politique, elle fut créée par Lénine en décembre 1917. Elle devait être à l'origine provisoire, le temps de mater la contre-révolution. Or, elle ne sera jamais provisoire, elle va même s'institutionnaliser, puisqu'en 1922, elle va se transformer en OGPU, et elle ne fit que se développer, puisque en 1921, elle disposait de 210 000 agents, à comparer avec la dizaine de milliers d'agents de la police politique tsariste, l'Okhrana, en 1914. Donc il y avait 20 fois plus de policiers politiques en 1921 sous Lénine que sous le tsar, en 1914. Alors cette police permanente, qui va s'institutionnaliser à partir de 1922, en devenant l'OGPU, elle est dirigée par Félix Dzerzhinsky. Et ce même Félix Dzerzhinsky, en octobre 1923, devant le comité central du Parti communiste, va proclamer la nécessité que l'OGPU, c'est-à-dire la police politique, surveilla les militants du parti pour traquer le fractionnisme. Crime de lèse-parti, voté, on se rappelle, sous Lénine, lors du 10e congrès du parti en mars 1921. Donc là, on voit bien la dérive policière du régime, hein, c'est-à-dire qu'on passe de l'interdiction des fractions en mars 1921, sous Lénine, à la surveillance des membres du parti par la police politique pour contrer le fractionnisme. Donc évidemment, là, on n'est pas très loin de la criminalisation des oppositions. Alors évidemment, l'OGPU, elle possède de pouvoirs extrajudiciaires qui ne seront pas remis en cause, enfin qui seront remis en cause en 1924-1925 par des membres du parti, mais Staline, à l'époque, qui était premier secrétaire général depuis 1922, nommé d'ailleurs par Lénine, va soutenir Dzerzhinsky par rapport aux autres membres du parti. Donc là, on voit bien que la dérive policière du régime, elle a commencé bien avant Staline. Alors évidemment, le corollaire de cette police politique, c'est le goulag, c'est les camps d'internement. Alors là, il faut bien dire qu'à l'époque, c'est la guerre civile, en tout cas depuis à peu près la moitié de 1918, parce qu'au début, il n'y a pas eu de véritable opposition au régime bolchevique. En octobre 17, il n'y a pas d'opposition organisée. Il y a une petite armée de volontaires dans le Don, mais qui est très faible numériquement, qui est composée d'officiers, d'anciens officiers du Tsar, et qui sont commandés d'ailleurs par Kornilov, puis après par Denikin. Mais globalement, cette armée de volontaires est bien trop faible pour mettre en danger le pouvoir bolchevique. C'est à partir de la lutte, véritablement du lancement de la lutte contre la paysannerie, l'été 1918, que Lénine, à l'insu de son plein gré, si je dirais, va alimenter l'opposition armée, puisque les paysans vont fuir en fait les bolcheviks et s'engager un petit peu dans les armées blanches. Bon. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que le 5 septembre 1918, devant l'aggravation de la situation et devant en fait l'anarchie régnant dans le pays et la constitution d'armées blanches qui voulait terrasser le pouvoir bolchevique, le 5 septembre 1918 fut décidé par le Sovnarkom, le Conseil des commissaires du peuple, un décret sur la terreur rouge, qui visait à isoler dans le goulag évidemment les opposants, les gardes blancs, ou à fusiller tous les ennemis du pouvoir soviétique. Alors évidemment, cette terreur rouge, ce décret fut pris sous la pression de la guerre civile. Je rappelle que ça avait été le cas sous la Révolution française aussi, il y avait eu des mesures de terreur qui avaient été prises pour lutter contre les opposants. Donc cette terreur rouge, si je puis dire, c'est pas Staline qui l'a inaugurée, elle a été inaugurée par Lénine en septembre 1918. Mais cette terreur qui devait être transitoire, en fait, passagère, le temps de la guerre civile, malheureusement elle va durer, puisqu'en mars 1921, lors du 10e congrès du PCUS,
la guerre civile est finie, les bolcheviks ont gagné, ce qui ne va pas empêcher ces mêmes bolcheviks de réprimer dans le sang l'insurrection des Marennes de Kronstadt, qui avait été, je l'ai dit, le fer de lance de la révolution bolchevique en 1917, et ça ne va pas empêcher aussi Lénine d'envoyer l'armée, sous le commandement du futur maréchal Toukhacheski, qui sera oxy par Staline en 1937, lors de la purge de l'armée rouge, réprimer dans le sang la grande jacquerie dans le Tambov, révolte paysanne qui était contrôlée un petit peu par les socialistes révolutionnaires et qui fut réprimée dans le sang et par des méthodes extrêmement brutales, puisque Toukhacheski utilisa des gaz de combat. En conclusion, la terreur stalinienne et le régime répressif qu'il a institué n'étaient pas spécifiques à Staline, puisque sous Lénine, déjà, la répression et la terreur avaient été instaurées. Je rappelle, création de la Tchéka, police politique, en décembre 1917, création de l'OGPU en 1922, élimination des oppositions externes au parti, élimination des oppositions internes avec l'interdiction des fractions en mars 1921, interdiction des fractions qui va vite se transformer en criminalisation des factions, et aussi décret sur la terreur rouge le 5 septembre 1918, avec notamment des mesures extrêmement sévères et la création de l'archipel du Goulag. Voilà, je vous remercie, à bientôt.